Tu n'as envoyé que 50 centimes. Ce n'est pas vrai, j'envoie 4000 $ tous les mois correctement, depuis mon compte. Ne mens pas, Sienna nous a tout dit. Toi, tu restes assise à ne rien faire pendant que ta sœur se sacrifie pour nous. Tu te moques de moi? J'ai travaillé dur, j'ai fait des sacrifices énormes pour cette famille. Tu es vraiment égoïste. Pourquoi ne peux-tu pas être comme elle, une bonne fois pour toutes? J'ai toujours essayé, mais vous ne me voyez jamais, vous ne voyez que Sienna. Arrête de voler son mérite. On n'a pas besoin de tes moqueries. Garde tes 50 centimes. Avant de venir me voir, allez à la police, allez chez un thérapeute, allez vous regarder dans un miroir. Plus jamais je ne jouerai ce rôle d'enfant sacrifié. J'étais au travail en train d'examiner les rapports de conformité des fournisseurs quand mon téléphone a vibré pour la 5e fois de suite. Tous les appels manqués provenaient du même numéro. Je suis sorti de la maison, du laboratoire de sécurité alimentaire, en supposant qu'il s'était passé quelque chose d'urgent, mais à peine avais-je répondu que la voix de mon père a éclaté dans mon oreille, furieuse et forte, comme si je venais de commettre un crime odieux. « Clara, tu te moques de nous? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette insulte que représente cette somme? » J'ai cligné des yeux. « Que voulez-vous dire? » Il n'écoutait pas, tu te dis notre fille et tu nous envoies 50 centimes. 50? Es-tu folle? La voix de ma mère a suivi juste après, sèche et amère. Tu es vraiment égoïste, Clara. Tu vis seule, tu dépenses pour toi, alors que nous luttons. Sienna envoie 4000 $ chaque mois. 4000. Pourquoi ne peux-tu pas être comme elle, une fois pour toutes? J'ai manqué d'air une seconde. Je me suis reculé, agrippant la rampe métallique à l'extérieur du bâtiment, comme si elle pouvait me retenir. Ce n'est pas vrai, j'envoie 4000 $ tous les mois correctement, depuis mon compte. Vous devriez vérifier. Ne mens pas, mon père a craché. Sienna nous a tout dit. C'est elle qui envoie l'argent. Toi, tu restes assise à ne rien faire pendant que ta sœur se sacrifie pour nous. Tu as toujours été comme ça, une déception. La ligne est tombée. Je suis resté là un moment, sans même me rendre compte que ma main tremblait. J'avais travaillé tous les week-ends comme vérificatrice d'entrepôt dans un supermarché ouvert 24 heures sur 24, sautant des dîners, sautant la vie, juste pour envoyer de l'argent à la maison. Je l'avais fait, non pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce que, pour une fois, j'avais pensé que je pourrais être vu. J'avais pensé que c'était peut-être ainsi que j'allais enfin compter, mais même maintenant, ce n'était pas suffisant. Je n'étais pas suffisante. Il pensait que j'envoyais 50 centimes. Je suis retourné dans le laboratoire, les yeux dans le vide, les oreilles bourdonnantes. J'ai fixé la feuille d'échantillon devant moi et je n'ai rien vu d'autre que le chiffre de 1000 $. Mon salaire était juste en dessous de 3000 $. Je devais couvrir le reste grâce au quart de week-end et à la réduction de mes propres repas, juste pour atteindre ce chiffre, juste pour être vu, et maintenant il crachait dessus. Je m'appelle Clara Monroe. J'ai 28 ans et je suis analyste assurance qualité dans une usine d'emballage alimentaire de taille moyenne à Cincinnati, dans l'Ohio. Je vis seul dans un appartement d'une chambre avec une vue sans intérêt. Je me lève à 5 heures du matin tous les samedis pour prendre le bus pour aller au supermarché où je travaille la nuit dans un entrepôt glacial, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je n'ai jamais été la bonne fille. Sienna, ma sœur cadette de 5 ans, avait toujours été la star, grande, éblouissante, née avec un visage qui attirait les compliments comme les fleurs attirent les abeilles. On l'appelait Angélique depuis la maternelle. Elle avait toujours eu le dernier morceau de gâteau, les nouveaux vêtements, les cours de musique privés. Moi, j'avais les vêtements d'occasion, en silence. Pourtant, je ne m'étais jamais attendu à ce qu'après toutes ces années, après avoir travaillé 2 emplois et vécu de riz et de haricots en conserve, il croit encore que j'étais l'égoïste. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait de rage, je me suis contenté de fixer le plafond de la chambre jusqu'au matin et de me poser la même question encore et encore, qu'est-ce que je suis pour eux? En grandissant, j'ai appris très tôt qu'être la sœur aînée ne signifiait pas être admirée, mais être invisible. Mes premiers souvenirs ne sont pas des bougies d'anniversaire ou des histoires du soir, mais de me tenir dans l'embrasure de la cuisine en regardant mes parents s'agiter autour de Sienna, comme si elle était faite de verre et d'or. Elle a cette étincelle, disait ma mère en brossant les cheveux de Sienna, comme s'il s'agissait de soie filée. Ce visage doit aller à la télévision. Des inconnus dans les épiceries nous arrêtaient. Quelle magnifique petite fille, disait-il en s'approchant de Sienna. Elle devrait être mannequin. Puis il me regardait et ne disait rien.
Au début, je me suis dit que cela n'avait pas d'importance, que je n'étais pas dans cette famille pour gagner des concours de beauté, mais quand on a 7 ans et qu'on porte des jeans d'occasion qui ne sont pas tout à fait à la bonne taille, alors que sa sœur tourbillonne dans de nouvelles robes de la boutique du centre-ville, on commence à le ressentir, la différence. C'était dans tout. Quand j'ai voulu intégrer la chorale de l'école, mes parents m'ont dit que les frais étaient trop élevés. C'est juste du chant, Clara, concentre-toi sur tes études. Mais quand Sienna a dit qu'elle voulait prendre des cours de ballet, le chèque a été écrit le jour même. Elle n'aimait même pas le ballet. Quand Sienna a voulu avoir sa propre chambre, mes parents m'ont regardé et ont dit, c'est juste, elle a besoin d'espace pour grandir. Tu n'as pas besoin de grand-chose, Clara. Alors j'ai fait mes bagages et j'ai emménagé dans le salon, à côté de l'ancien placard avec les photos de nos grands-parents. Personne ne m'a demandé si j'étais d'accord, ils ont juste supposé que je comprendrais, parce que c'était toujours le cas. C'est mon grand-père Walter Monroe qui m'a fait sentir que j'étais plus qu'un bruit de fond. C'était lui qui me tenait la main pendant les orages, qui m'apportait des violettes chaque printemps, qui me prenait sur ses genoux et me racontait des histoires de femmes courageuses et de victoires silencieuses. C'est lui qui m'a appelé Clara, parce que tu es née juste au moment où les violettes fleurissaient, parce que tu vas grandir forte et silencieuse comme elle. Il est mort quand j'avais 9 ans, et à partir de là, il n'y avait plus personne dans cette maison qui me voyait vraiment. Je ne me suis pas plainte quand j'ai dû porter des chaussures dont les semelles battaient. Je n'ai pas protesté quand Sienna a emprunté mes feutres et ne me les a jamais rendus. Je n'ai pas pleuré quand elle m'a dit, tu ne peux pas emprunter mes affaires, elles sont à moi, mais je peux utiliser les tiennes, tu t'en fiches. Quand j'en ai parlé, mes parents ont dit la même chose à chaque fois, Clara, laisse tomber, tu es l'aînée, sois mature. Sienna est encore une enfant. Même quand elle a menti, même quand elle m'a hurlé dessus pour des choses que je n'avais pas faites, même quand elle a cassé mon projet scientifique la veille de la foire et que j'ai dû présenter un document au lieu d'un modèle, personne ne l'a jamais grondé, personne ne s'est jamais excusé auprès de moi. J'avais l'habitude de penser que peut-être cela changerait, qu'un jour il me regarderait et dirait, Clara, nous te voyons, nous sommes fiers de toi. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, ce qui est arrivé, c'est la lettre d'acceptation de Sienna dans une université de premier rang, entièrement financée par nos parents, et moi. Je n'ai même pas eu la possibilité de postuler. Nous ne pouvons pas nous le permettre, ont-ils dit. Tu devrais trouver un emploi après le lycée. Pense aussi à l'avenir de Sienna. Il n'était pas pauvre, pas vraiment, mais quand il s'agissait de choisir entre nous deux, il savait toujours qui méritait le plus, et ce n'était jamais moi. J'avais 21 ans quand j'ai déménagé. Ce n'était pas par rébellion, c'était une question de survie. J'ai commencé à travailler dans une entreprise d'emballage alimentaire à 3 arrêts de train de la maison et, bien que le salaire ne soit pas terrible, je pensais que si je restais à la maison quelques années, je pourrais économiser suffisamment pour retourner à l'école ou simplement respirer, mais même après le lycée, rien n'a changé. J'étais toujours la pré-pensée, toujours celle qui devait attendre pour prendre une douche, toujours celle qui mangeait seule si Sienna était de mauvaise humeur, toujours celle à qui l'on s'attendait à s'écarter quand sa voix devenait plus forte. Alors, un soir, sans rien dire à personne, j'ai fait 2 valises, j'ai récupéré un micro-ondes d'occasion sur une annonce Craigslist et j'ai loué un studio en centre-ville. Il était petit, il y avait des courants d'air en hiver, le chauffe-eau cliquait comme s'il avait de l'asthme, mais c'était le mien. Vivre seul était la première fois que je me sentais en paix. Je voyais mes parents de temps en temps, lors d'anniversaires, de fêtes, parfois même pas ça, mais j'appelais toujours, j'envoyais toujours des cartes, je me souvenais toujours des anniversaires. Peut-être que je pensais que ce serait suffisant pour prouver que je me souciais toujours. Puis est venu l'appel téléphonique de Sienna. Elle semblait différente, moins performative, peut-être même sincère. J'ai réfléchi, dit-elle. Maman et papa nous ont tout donné. Je veux commencer à redonner. Je suis restée silencieuse. Elle a continué, la voix inhabituellement enthousiaste. Nous devrions envoyer de l'argent, Clara, un merci, juste $4000 par mois entre nous deux. Enfin, je vais couvrir la majeure partie, je gagne plus que toi, mais je pensais qu'on pourrait le faire ensemble. $4000, c'était plus que ce que je payais en loyer et en nourriture réunis. J'ai hésité. C'est beaucoup, Sienna. Elle a gloussé. Le mannequinat rapporte bien, tu sais. J'ai aussi fait quelques boulots d'influenceuse. Et de toute façon, je pense que maman et papa seraient très touchés. On pourrait leur faire une surprise. Oh, et envoyons-le sous un nom amusant, peut-être Rhin,
pour qu'il ne le sache pas tout de suite. Je n'ai pas compris l'intérêt du secret, mais quelque chose dans son ton, plein d'espoir et de joie, m'a donné envie de croire que Sienna était enfin en train de grandir, que cela pouvait être notre branche d'olivier commune. J'ai accepté. Ce soir-là, j'ai ouvert une application de transfert conjointe et j'ai programmé $2000 pour que mon compte d'épargne soit débité le lendemain matin. Mon salaire était un peu moins de $3000. Cela signifiait que je devrais trouver $1000 de plus chaque mois, alors j'ai accepté un emploi de week-end dans un supermarché voisin, un quart de nuit dans le magasin. Il faisait froid en hiver, humide en été, et ça sentait légèrement l'oignon et l'eau de Javel. J'ai arrêté de commander à emporter, j'ai réduit mon forfait téléphonique, j'ai vendu mon vélo, tout pour que les chiffres fonctionnent. Il y a eu des soirs où je suis rentré chez moi, j'ai enlevé mon uniforme et je me suis effondré sur le matelas sans me changer. J'ai mis des alarmes pour étudier en vue d'une certification de consultant en petites entreprises, en espérant pouvoir grimper au travail et finalement gagner plus, mais chaque fois que je sentais la douleur dans mon dos, chaque fois que je comptais les pièces à la caisse, je me disais que ça en valait la peine. C'est ainsi que tu leur prouves que tu les aimes, Clara, c'est ainsi que tu gagnes ta place. Et donc, chaque mois, sans faute, j'envoyais $2000, signé Clara Monroe. Les $2000 restants, je suppose que Sienna les envoyait. C'est ce que nous avions convenu, c'est ce que je croyais. La première fois qu'ils m'ont crié dessus, j'ai pensé que c'était une erreur, un problème de transfert, une incompréhension, mais quand j'ai expliqué, quand je leur ai dit clairement que j'envoyais $2000 chaque mois sous mon nom, mon père a craqué. Ne mens pas, nous savons que c'est Sienna qui envoie $4000. Toi, tu n'as envoyé que 50 centimes. 50 centimes. Au début, j'ai ri, un son creux qui s'est éteint avant d'atteindre mes lèvres. Papa, vérifie les reçus, ai-je dit doucement, vérifie les journaux de transaction. Mais il n'écoutait pas. Ma mère a pris le relais. Son ton était amer, dégoûté. Sienna est intelligente, elle réussit, elle nous envoie ce qu'elle gagne avec fierté, pendant que toi, tu gaspilles de l'argent en te faisant passer pour une martyre. Ils l'ont cru, ils ont cru que Grain, le nom que Sienna avait insisté pour que nous utilisions, était son nom de scène, sa marque de générosité, et quand ils ont vu l'autre virement, le mien, clairement intitulé Clara Monroe, ils ont supposé que c'était l'insulte, la plaisanterie, la monnaie que je leur jetais pour sauver la face. Je me suis souvenu alors de la façon dont Sienna avait ri quand elle avait choisi ce surnom. Envoyons ça sous le nom de Grain, tu sais, quelque chose de joli. Il ne s'agissait pas d'être joli, il s'agissait de voler la vedette, encore une fois. Avant que je puisse dire un mot de plus, mon père a crié, nous n'avons pas besoin de tes moqueries, garde tes 50 centimes. Et puis ils ont raccroché. Je suis restée silencieuse. Mon appartement était sombre, la seule lumière provenant de l'horloge du micro-ondes qui clignotait 1h du matin. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, mais ma mâchoire s'est crispée et quelque chose en moi s'est brisé. J'avais besoin de connaître la vérité. Le lendemain matin, j'ai appelé Harper. Harper Lee n'était pas seulement ma meilleure amie du lycée, elle était l'une des rares personnes à qui je faisais confiance dans ce monde. Elle travaillait maintenant dans le conseil, vive comme toujours, avec une voix de scalpel. Si quelque chose n'allait pas, elle le trouverait. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner dans un restaurant près de son bureau. Je n'avais même pas fini de raconter toute l'histoire qu'elle s'est penchée en arrière dans sa chaise, les bras croisés. Clara, tu es trop gentille. C'est ça ton problème. Tu saignes pour une famille qui ne te donnerait même pas un pansement. J'ai cligné des yeux. Elle a continué, la voix basse et délibérée. Laisse-moi te demander quelque chose, tes parents, sont-ils vraiment fauchés ou sont-ils juste habitués à te culpabiliser pour que tu leur donnes de l'argent? Je veux dire, ils ont dit qu'il y avait des dettes de notre éducation. Harper a ricané. Tu n'as même pas fait d'études supérieures. Sienna a obtenu le diplôme, les nouveaux vêtements, la chambre pour elle seule. Quelle partie des dépenses était pour toi? Je n'ai pas répondu. Harper s'est penché plus près. Sais-tu seulement ce que Sienna fait de son argent ou si elle en gagne seulement? Les mots sont restés dans mon estomac comme de la glace. Plus tard dans la nuit, Harper a rappelé, sa voix était plate. J'ai posé des questions. Sienna n'a pas de vrai boulot, juste des restes de catalogue en ligne. Elle publie des photos rétro de vieilles séances pour faire croire qu'elle travaille et écoute ça. Quelqu'un m'a dit qu'elle disait à ses amis, ma sœur me soutient, je n'ai même pas besoin de travailler à temps plein. Aussi, a ajouté Harper, ton père, il ne travaille pas à temps plein,
on l'a vu dans ce casino louche en dehors de la ville et ta mère, elle se vante de son nouveau sac de créateur, Gucci, je crois. Tout à l'intérieur de moi brûlait. J'avais jeûné, travaillé dans des entrepôts glacials, sacrifié le sommeil, les week-ends et la paix pour eux, et ils ont utilisé cet argent pour jouer, pour faire du shopping, pour mentir. Cette nuit-là, j'ai arrêté les paiements et je me suis promis que je ne leur donnerais plus un seul dollar, à moins qu'ils ne sachent ce que cela m'avait coûté de le gagner. 2 mois se sont écoulés. J'ai ignoré les appels, les textos, les messages vocaux culpabilisateurs de ma mère. J'ai bloqué Sienna sur toutes les plateformes. Le silence était la seule langue qu'il me restait, et pour la première fois, il était puissant. Jusqu'à ce qu'un matin, un peu après 8 heures, mon téléphone sonne à nouveau. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Peut-être que j'étais prête, peut-être que je voulais l'entendre. Clara. Sienna a aboyé. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi as-tu arrêté d'envoyer de l'argent? Es-tu folle? Elle avait l'air frénétique, pas en colère, paniquée. Je me noie déjà dans les dépenses. J'ai dit à maman et papa que c'était de nous deux et maintenant ils pensent que j'ai menti. C'était là, la vérité, qu'elle avait contournée pendant des années. Tu as menti, ai-je dit platement. Il y a eu un silence. J'ai continué, calme et lente. Tu as dit que ce serait notre cadeau, à parts égales. Tu ne leur as jamais dit que j'étais celle qui envoyait l'argent, et maintenant tu es fâché parce que ton histoire s'effondre. Elle a commencé à parler, mais je ne l'ai pas laissée. Sais-tu combien de week-ends j'ai passé dans un congélateur juste pour envoyer cet argent, alors que tu étais en train de faire des soins du visage et de faire des brunchs d'influenceuse? Plus de silence. Je suis au courant des dettes, ai-je ajouté, ou devrais-je dire de l'absence de dettes? Il n'y en a jamais eu, n'est-ce pas? Elle a essayé de se défiler. Tu ne comprends pas, le monde du mannequinat est brutal, je fais de mon mieux. Non, tu ne fais pas de ton mieux, ai-je dit, tu fais ce que tu as toujours fait, utiliser les gens. Puis j'ai raccroché. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. Une semaine plus tard, mes parents se sont présentés à mon appartement sans prévenir. Sienna était avec eux. Leur visage était tiré, fatigué, mais leurs yeux se sont illuminés à la seconde où j'ai ouvert la porte. Clara, te voilà, s'est exclamée ma mère, comme s'il s'agissait de retrouvailles et non d'une reddition de compte. Nous essayons de te joindre, a ajouté mon père. Nous avons besoin de ton aide, juste un peu. Pour nous sortir de cette mauvaise passe. Sienna se tenait derrière eux, les lèvres tremblantes. S'il te plaît, j'ai fait une erreur, je pensais pouvoir y arriver, je pensais que la nouvelle agence était réelle. Je l'ai regardée fixement. Quelle agence? Elle a baissé les yeux, puis tout s'est déversé. Sienna avait été repérée, pensait-elle, par une agence de talent haut de gamme à New York. Il lui avait promis un rôle principal dans un film indépendant et un contrat si elle pouvait payer des frais d'investissement d'entrée. Alors, naturellement, elle a demandé de l'aide à nos parents. Mon père a renoncé à son fonds de retraite anticipé, ma mère a contracté un prêt personnel, Sienna a transféré l'argent, puis le silence. Personne de l'agence n'a jamais rappelé, pas de contrat, pas de contact. C'était une arnaque, et ils avaient tout perdu. La maison a dû être vendue pour couvrir les défauts de paiement du prêt. Ils ont emménagé dans un complexe d'appartements en ruine à l'est de la ville. Mon père a trouvé des emplois temporaires pour joindre les deux bouts. Ma mère a commencé à nettoyer des bureaux. Sienna, sans emploi, humiliée, a navigué entre les boîtes de nuit en essayant de gagner des pourboires en tant qu'hôtesse, mais son attitude la rendait impossible à garder. Ils étaient venus me voir en dernier recours, et je les ai regardés comme des inconnus. Vous avez gaspillé ma confiance, vous avez choisi ces mensonges plutôt que ma réalité, et maintenant vous êtes mon aide? Ma mère a tressailli, la mâchoire de mon père s'est crispée. Sienna a murmuré, s'il te plaît, Clara, nous n'avons personne d'autre. Je les ai fixés pendant longtemps, puis j'ai dit sans ciller, avant de venir me voir, allez à la police, allez chez un thérapeute, allez devant le miroir. Et puis, pour la 2e fois cette année, j'ai fermé la porte devant leur visage. Le coup est revenu, plus fort cette fois, plus désespéré. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé de derrière le rideau alors qu'ils restaient là, à se déplacer sur le porche, comme s'ils appartenaient encore à quelque chose. Mon père regardait sa montre, ma mère chuchotait quelque chose à l'oreille de Sienna. Sienna se contentait de regarder le sol comme un enfant qui réalisait enfin qu'il ne restait plus de jouets à casser.
Finalement, ils sont partis, mais pas avant de glisser une enveloppe sous la porte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, écrite à la hâte. Non, chère Clara, non, nous sommes désolés, juste une liste de chiffres et une dernière ligne griffonnée au bas, nous utiliserons l'épargne de ton grand-père si tu refuses d'aider. Considère ceci comme ta dernière chance. Mon sang s'est glacé. Cet argent n'était pas le leur, il n'était même pas pour eux. Grand-père Walter l'avait laissé dans une fiducie en mon nom quand il est décédé. Il avait vu quelque chose en moi à l'époque, quelque chose qu'il voulait protéger, quelque chose qu'il voulait faire survivre, et maintenant il voulait même m'arracher ça. Je n'ai pas hésité. Je suis allé à la banque le lendemain matin et j'ai transféré le montant total sur un compte de placement garanti sous verrouillage juridique. J'ai changé de numéro. J'ai informé mon propriétaire de ne pas transférer quoi que ce soit provenant d'expéditeurs inconnus. J'ai supprimé tous les anciens messages vocaux, tous les textos, et puis j'ai respiré. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, c'était de finalement se lever et de dire, plus jamais, plus de semblant, plus d'essais, plus de croire que si je les aime plus fort, ils finiront par me voir. Ils ne le feraient jamais. Je n'étais pas leur fille, j'étais leur ressource, leur pensée secondaire, leur plan de secours quand le charme de Sienna ne rapportait pas. Alors j'ai arrêté de jouer le rôle, j'ai arrêté de répondre à la version de Clara qu'ils avaient créée dans leur tête. Des semaines se sont écoulées, puis des mois. Le silence est devenu un confort, pas une punition. Je me suis concentré sur le travail. J'ai passé l'examen de certification pour lequel j'étudiais et j'ai réussi avec les meilleurs résultats. Harper m'a aidé à postuler dans une nouvelle société de conseil à Columbus, plus grande, meilleure rémunération, avec de réelles possibilités de croissance. Ils m'ont embauché en tant que chef d'équipe. J'ai emménagé dans un appartement ensoleillé près de la rivière, du genre avec des planchers de bois franc et un petit balcon où je pouvais cultiver des violettes, comme celles que grand-père aimait. Un après-midi, alors que je déballais une boîte de livres, mon téléphone a vibré. C'était un message de Harper, « Tu as parcouru un long chemin, j'espère que tu le vois. » J'ai regardé l'écran pendant un long moment, puis j'ai répondu, « Oui, je le vois. » Pour la première fois, je le vois vraiment. Et je le pensais. 5 ans plus tard, je repenserai à ce jour comme au véritable commencement de ma vie, pas au jour de ma remise de diplôme, pas au jour où j'ai déménagé, mais au jour où je me suis choisi, au jour où je les ai laissés partir et où je me suis vu m'élever dans le silence qu'ils ont laissé derrière eux. 5 ans, c'est le temps qui s'était écoulé depuis que j'avais entendu leur voix pour la dernière fois. Pendant ce temps, j'ai été promu 2 fois, j'ai encadré 3 analystes juniors, j'ai construit un petit jardin sur le balcon de mon appartement et j'ai appris à faire du pain maison, j'ai voyagé, j'ai lu, j'ai ri plus que je ne l'aurais jamais cru, et je ne me suis jamais retourné une seule fois. Jusqu'au mariage de Harper. C'était un après-midi chaud d'octobre à Miami, le ciel était comme de la soie, la brise soufflait sur l'océan avec juste assez de sel pour vous rappeler où vous étiez. La cérémonie s'est déroulée dans une chapelle en bord de mer, petite mais radieuse, remplie de musique douce et du genre de rire qui ne viennent que des gens qui s'aiment vraiment. Harper était magnifique, sa robe simple, ses yeux plus brillants que je ne les avais jamais vus. Elle avait toujours été la forte, celle qui ramenait les gens du bord du gouffre, celle qui me rappelait que l'amour n'avait pas à être quelque chose que l'on suppliait. Son mari Michael était gentil, patient, le genre d'homme qui n'avait jamais besoin d'être le plus bruyant de la pièce. Ensemble, ils ressemblaient à une promesse enfin tenue. Alors que la réception prenait un rythme de toast et de lap dance, Harper s'est approchée et m'a pris la main. « Clara » a-t-elle souri, « il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Je l'ai suivi jusqu'au bord de la terrasse où un grand homme se tenait à observer l'océan, costume couleur tan, légère barbe, sourire qui vacillait avant même qu'il ne se tourne pour me faire face. « Voici Nick » a dit Harper en me poussant, architecte, cœur d'or, a un faible pour les violettes, apparemment. Nick a ri, le son bas est facile. Juste parce que ce sont des fleurs têtues, elles fleurissent tranquillement, même quand personne ne regarde. J'ai haussé un sourcil. Ça sonne familier. Il m'a regardé et je jure que pendant un instant, j'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté. Nous avons parlé le reste de la nuit de livres, de villes, de la façon dont le Midwest vous apprend à tenir le silence comme une armure, de la façon dont parfois, laisser sa famille partir est le seul moyen de construire la sienne. Il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé, et je ne l'ai pas dit. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées pour être comprises. Plus tard, alors que la soirée s'estompait dans la lumière des bougies et que le DJ a commencé à jouer du jazz doux, je suis sorti sur le balcon, seul. Le ciel s'étendait large,
sans nuages, infini, le genre de ciel que grand-père Walter aurait adoré. J'ai fermé les yeux. Es-tu en train de regarder, grand-père, ai-je chuchoté. Ta Clara va bien maintenant. Je suis en fleurs. Comme tu l'as dit, j'allais le faire. Quelque part au loin, une cloche a sonné doucement. J'ai souri. Peut-être que ce n'était pas de la vengeance, peut-être que ce n'était que de la liberté.